Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai une maman qui est mon invitée, qui s'appelle Clémence. Et est-ce que Clémence, elle est là? Bonjour Clémence. Bonjour Christophe. Bon, Clémence, tu es mon invitée aujourd'hui et tu vas raconter ton histoire. Tu vas nous dire dans quelle région tu es et je te laisse la parole pour raconter ton histoire. Donc, je suis accompagnée de mon fils, mon grand-fils. Tu as le droit. On taira les noms des enfants. Voilà. Tu as la parole. Alors, peut-être que même Christophe, dans un premier temps, sur cette première vidéo, puisqu'il y en aura d'autres malheureusement, je préférerais pour l'instant rester neutre sur les noms et même sur la région. Voilà. Peut-être dans un second temps, vraiment plus rentrer dans les détails. Et pour l'instant, il y a suffisamment d'informations à livrer pour cela. Et j'aimerais commencer cela par le dernier événement qui s'est produit donc le mardi 25 juillet 2023, où il y a eu donc un deuxième OPP, donc ordonnance de placement provisoire. J'expliquerai pourquoi deuxième. Donc, qui a été prononcé puisque lors d'une OPP, en fait, les parents doivent être écoutés dans les 2 semaines convoquées par la juge des enfants, ce qui ne s'est pas produit le premier, mais je détaillerai par la suite. Donc, cela s'est produit pour la deuxième OPP le 25 juillet. Donc, je me suis rendu compte que cela n'était qu'une formalité, puisqu'en réalité, cela n'a absolument rien changé à la décision qui était déjà prise, voire même, et pourtant, j'ai très bien défendu mon dossier parce que je commence à être sérieusement aguerrie et au fait. C'est un peu l'avantage d'être là-dedans, on va dire, depuis un certain temps. J'ai apporté énormément de preuves pour étayer ce que j'avançais. Et ainsi que mon avocate, qui a vraiment extrêmement bien plaidé mon dossier, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les affaires qui concernent la protection de l'enfance. Et malgré cela, cela n'a rien changé, bien au contraire. J'ai envie de dire qu'au contraire, la décision a été bien plus difficile, plus dure, qui était en fait de placer mon grand-fils de presque 15 ans dans un lieu tenu secret de moi, de la mère donc, coupé de tout contact pendant minimum 18 mois. Voilà. Et mon petit, qui lui a 11 ans, doit rester chez son père, que je dénonce depuis 2 ans maintenant, ayant des preuves de l'emprise psychologique, pour ne pas dire manipulation perverse, parce que ça, c'est voilà, l'hypocrisie sur ce terme. Mais voilà, j'ai compris qu'il fallait parler d'emprise psychologique, puisque en fait, c'est que l'emprise psychologique, non pas la manipulation perverse narcissique qui est reconnue. Voilà, et donc mon petit, et malgré ce qu'il souhaite, c'est-à-dire être avec moi, il est placé chez son père. Et là, donc le 25 juillet, ils ont décidé que même les visites médiatisées étaient supprimées. Jusqu'à nouvel ordre. Ouais. Ok. Donc, là, maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail et pourquoi on en est arrivé là. En fait, ça, c'est venu, en fait, puisque, en fait, mon grand-fils, qui est là, qui nous parlera tout à l'heure, a des troubles neurodéveloppementaux, donc qui intègre beaucoup. Il a été diagnostiqué, un TDAH lui a été diagnostiqué à l'âge de 3 ans, mais reconnu seulement à l'âge de 6 ans. Donc, il a été médiqué. Sous Quasim, à l'âge de 6 ans, et déjà à 7 ans, je l'ai retrouvé avec un couteau sur la tempe
J'avais appelé le pédopsychiatre à l'époque et il m'avait dit, ben, c'est un des effets secondaires du traitement, donc on va changer le traitement et tout va aller mieux. Donc, passer sous Concerta. Concerta, c'est un autre traitement. Il faut savoir que ces traitements-là, c'est des dérivés, enfin, comme la Ritaline, on va dire, c'est des dérivés d'amphétamine. Ce sont des traitements extrêmement lourds, avec des effets secondaires aussi extrêmement lourds. Et il y a donc des personnes qui sont plus sensibles, des enfants qui sont plus sensibles donc, aux effets secondaires, ce qui est le cas de mon fils. Lui, dès qu'il prend un traitement, voilà, régulièrement, il a des effets secondaires. Donc, ce qui était le cas du Concerta, au départ, en fait, ça a assez bien fonctionné. Et puis ensuite, ben, il a commencé à avoir des problèmes de sommeil, des problèmes d'alimentation et des TOC. Voilà. Et puis, alors, tout ça, en fait, c'est venu du fait qu'en fait, quand j'étais enceinte, à 8 mois à peu près, il y a une échographie qui a été effectuée, donc l'échographie de fin de grossesse, et il lui a été diagnostiqué une anomalie au niveau des reins, qui était en fait une dilatation au niveau du bassinet. Et donc, on m'a dit qu'il y aurait des examens qui seraient faits à la naissance. Donc, à la naissance, bien, il n'y a eu aucun examen. Parce que, selon eux, il n'y avait aucune problématique puisque mon fils n'avait pas de température. Donc, pas de température signifiait pas de problème. Sauf que... Ne t'inquiète pas, je mettrai... Sauf que mon grand-fils... Ouais. Sauf que mon grand-fils, en fait, eh bien, il avait une forte odeur d'urine, comme un chat. J'avais l'impression de changer un chat systématiquement. Donc, j'avais beau en parler aux équipes médicales et à la pédiatre, puisque j'avais pris une pied de pédiatre. Hein, je venais d'avoir un enfant. Alors, je dis bien je, hein, parce que le père était inexistant. Enfin, inexistant, ouais. C'est moi qui gérais, quoi. Donc, souvent, je dis souvent je, parce que, voilà. Et donc, cette pédiatre, en fait, a remis la faute sur moi. C'est-à-dire que non... Madame, vous êtes trop anxieuse, trop stressée, vous stressez votre enfant. C'est ça le problème. Et étant donné que c'était une spécialiste, j'ai envie de dire que c'est vrai que moi, j'étais décontenancée, quoi. Hein. L'équipe médicale de l'hôpital me dit il n'y a aucun problème. Et puis, voilà. Mais moi, je me trouvais avec un bébé qui ne me regardait plus dans les yeux à 3 mois, qui avait des comportements extrêmement bizarres. Il pouvait être très calme et tout d'un coup hurler. On avait l'impression qu'il y avait un vrai problème, quoi. Et donc, le père se mettait aussi à me dire que c'était moi le problème et que c'était pas mon enfant, quoi. Et donc, tout le monde, voilà, le père de mes enfants commençait à dire, bah ouais, c'est Clémence qui a un souci, voilà. Et en fait, ben moi, au bout d'un moment, alors j'ai culpabilisé pour cela parce que j'ai mis 1 an et demi à me dire, bah non, je vais pousser plus loin les investigations. Parce que mon fils faisait, même tout petit, il faisait des alignements comme ça dans les pièces. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en ayant fait quelques recherches, j'ai trouvé le TSA, donc trouble du spectre autistique aussi. Mais bon, toujours pareil, avec une espèce de pression. Donc non, tu ne feras pas d'investigation parce qu'il n'y a pas de problème, c'est toi le problème, quoi. Et c'est vrai que voilà, j'ai mis 1 an et demi à aller voir quelqu'un d'autre, quoi. Bon, j'y suis allée, j'ai demandé un ECBU, hein, donc une analyse d'urine. Et donc, le médecin a fait ça très facilement puisqu'il a dit, on va voir si c'est vous qui avez un problème psychologique, effectivement, ou si c'est votre enfant qui a un réel problème. Et donc, l'analyse d'urine a détecté des milliards de germes dans les urines. Des milliards. Ouais. Donc, en fait, là, il était en train de faire une septicémie. Hein. Oui. Ouais. Donc là, forcément, antibiothérapie en urgence. Là, du coup, tout devenait urgent. Donc, on lui a fait faire des examens. Donc, en fait, ils se sont rendus compte qu'il avait un rein gauche très petit qui était presque plus en fonction, quoi. Ouais. Et le rein droit qui avait énormément grossi, qui avait des cicatrices de pyélonéphrite. Ce qui veut dire qu'en fait, il avait vécu de sa naissance à 1 an et demi avec certainement des douleurs incroyables. D'accord. Donc là, en fait, heureusement que j'ai écouté mon instinct, parce que
sinon mon fils ne serait plus là. Hein. Donc là, le père de mes enfants a dit « Oh, tu es une femme extraordinaire », donc je devenais tout d'un coup extraordinaire. Grâce à moi, on avait pu sauver notre fils, etc. Bon, malheureusement, ça n'a pas duré bien longtemps, cette « Oh là là, tu es extraordinaire ». Bon. Il y a beaucoup de choses qui… 30 secondes. Dans notre… Ouais, je te rappelle tout à l'heure, je suis en rendez-vous. Dans notre affaire, il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent. Voilà. Ouais, bah oui. Dans notre affaire, il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent. On reprend. Dans notre affaire, il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent. Donc, en fait, on ne sait pas, effectivement, les troubles. Bon, a priori, ce n'est pas lié, mais moi, je me pose des questions sur qu'est-ce qu'un enfant ayant un bébé qui a des douleurs comme ça, insoutenables, est-ce qu'il développe pas? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Parce qu'en plus, quand j'étais traitée sous dépakine, étant jeune, il y a un gros scandale de la dépakine par rapport aux troubles neurodéveloppementaux des enfants. Donc, est-ce que ça, c'est lié? Je suis sur une autre affaire aussi, hein, avec l'association Les Kangourous. Voilà. Mais bon, ça fait partie de tout ça, où on peut se poser des questions. Voilà, est-ce que voilà, c'est important d'écouter notre instinct. Hein, donc voilà, donc assez 1 an et demi, on nous a dit « Épée de Damoclès, votre enfant fait des infections sans température. » Donc, il va falloir le connaître sur le bout des doigts, votre fils, par cœur, parce que là, c'est les signes qui vont vous alerter sur le fait qu'il peut avoir une infection. Enfin voilà, il faudrait il va falloir que vous l'analysiez sous toutes les coutures. Voilà. Parce qu'en plus, il était devenu insensible à la douleur. Un jour, il s'est cassé le pied à 3 reprises. Il continue à marcher. Donc ça, c'est très grave. Donc il a vraiment un fonctionnement très, très particulier où moi, seul peut déterminer, là, il faut que je lui dis, il faut que tu ailles boire ou il faut que tu ailles faire pipi. Enfin, voilà, je le rappelle. Parce qu'entre avec son TDAH, éventuellement le TSA, et on est en cours d'investigation là-dessus, un enfant qui fait des alignements comme ça et qui ne regarde plus dans les yeux à 3 mois, et avec d'autres troubles, hein, donc des problématiques scolaires importantes, depuis tout petit, hein, depuis les 3 ans, depuis ses 3 ans, depuis le début de sa scolarité. Hein. Il y a eu des problèmes, hein, mais bon. Mais le père dit qu'il n'y a pas de problème. C'est la mère le problème. L'enfant, il n'y a jamais de problème. Donc, il réussit à en fait, tous les protagonistes qui entourent nos enfants, il arrive à les manipuler. Après, bon, voilà, je ne sais pas qui est qui, mais qui manipule qui mais il arrive à leur faire croire que, en fait, voilà, c'est moi le problème. Et d'autant que, en tant que victime de manipulation, j'ai fait de la psychiatrie. Oui. Parce que je croyais effectivement que c'était moi le problème. Et j'étais au bord de la mort. J'ai vraiment cru qu'en fait, j'étais dangereuse. Oui. J'ai cru. On culpabilise. Par chance, j'ai rencontré des professionnels. Voilà. Par chance, j'ai rencontré des professionnels qui m'ont amené sur cette piste de l'emprise psychologique. C'est pas moi, hein, moi, je connaissais pas la manipulation perverse. Si j'avais connu, je serais pas tombée dedans, quoi. Mais donc, je connaissais pas et du coup, je comprenais pas pourquoi j'avais tant de problèmes. Et donc, ils m'ont dit, voilà, vous êtes une fois extraordinaire pour les manipulateurs pervers. Vous avez un grand cœur, donc alors... voilà. Donc, ayant fait de la psychiatrie et ayant eu un diagnostic de bipolarité, supposé de bipolarité, mais qui a été très rapidement mis de côté par des psychiatres, en fait, voilà, dès qu'on a fait la psychiatrie, on sait qu'on a un problème, quoi. Donc, c'est vite fait après. Et donc, ce diagnostic de bipolarité a été posé, voilà, mais très rapidement, un spécialiste donc de la ville dans laquelle j'étais a dit, mais non, vous n'êtes pas bipolaire, c'est pas ça, bipolaire. Voilà.
vous êtes sous emprise psychologique. Voilà. Et donc là, il a fallu vraiment une longue thérapie pour que j'accepte ça. Que j'accepte et de voir le père de mes enfants sous cet angle-là. Et même encore, c'est compliqué. Mes enfants, pour le coup, c'est eux qui m'ont dit si tu ouvres pas les yeux, mon grand-fils m'a dit si tu ouvres pas les yeux, je prends mon petit frère et je fugue, quoi. Donc là, ça m'a douche glaciale, ça m'a réveillée, quoi. Hein. Donc là maintenant, donc voilà. Donc alors. Là, il y a un truc très, très important qui va concerner beaucoup de gens qui, justement, ont des enfants avec des troubles neurodéveloppementaux. Il y en a de plus en plus. Donc, les 10, les TDAH, etc. En fait, donc mon grand a été suivi depuis l'âge de ses 3 ans par des structures donc pédopsychiatres, CMPP, CGI, voilà. Et donc, il a pu bénéficier du CESAD, trouble du comportement, jusqu'à la fin du CM2, c'est-à-dire fin 2019. Donc, il était reconnu par la MDPH, donc la maladie du handicap. Et là, tout d'un coup, en 2019, le CESAD s'arrête et sa prise en charge MDPH aussi, sachant qu'il entrait au collège et dans l'adolescence. Donc ça, c'est le truc jamais vu. Parce qu'il rentrait au collège? J'ai su ensuite. Oui. J'ai su ensuite que y avait eu la manipulation du père qui avait tout fait pour tout arrêter. Parce que lui, il voulait que son fils, voilà, le moins de problèmes possible. Dès qu'il y avait un rendez-vous médical ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et j'ai su, je ne sais pas encore de source sûre, mais ça c'est. Et là, en fait, ont commencé les problématiques entre guillemets du système, si je puis dire. Parce qu'on nous a demandé de faire appel à AED, aide éducative à domicile, qui dépend donc de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Donc en juin 2021, l'aide sociale à l'enfance est rentrée dans la danse, si on peut dire ça comme ça. Et là, on n'avait pas encore vécu suffisamment l'enfer, il fallait qu'on nous en rajoute une bonne couche, quoi. Et on n'était pas au bout de nos surprises en plus. Bon, est-ce que mon fils veut parler ou est-ce que tu veux que je continue? Qu'est-ce que tu aimerais dire quelque chose là? J'aimerais bien dire quelque chose, mais vers ce moment de vie, mon cerveau il a fait un blackout et je sais plus quoi, donc c'est difficile à dire. Peut-être je vais jusqu'au placement et tu pourras peut-être apporter ton témoignage à ce moment-là. Ouais. Tu m'appelles en on peut faire. Oui. On peut faire comme ça. On peut faire comme ça. Donc juin 2021, donc une AED arrive et donc là directement je leur dis que je suis victime de manipulation perverse. J'étais persuadée que voilà, puisque les médecins m'avaient parlé de manipulation perverse, moi naïvement j'ai dit je suis victime de manipulation perverse et mes enfants aussi, on a besoin d'être protégés. Bah oui. Parce que j'avais déjà été voir les gendarmes. Les gendarmes avaient dit on peut rien faire parce qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de. Pourtant, j'avais beau raconter que le père de mes enfants tapait jusqu'à 100 dans les murs en disant tu vois c'est de ta faute, il n'y a que toi qui peux me mettre des trucs comme ça devant les enfants ou des trucs ou de la moquerie, de l'humiliation, de tout ce qu'on veut. Mais il y a à la gendarmerie, s'il n'y a pas la police, ils prennent pas ça. Ils prennent pas. Donc je ne pouvais même pas porter plainte ou quoi que ce soit. Donc je m'étais dit l'ASE, la protection de l'enfance, ils vont forcément protéger les enfants, c'est sûr. Donc, j'étais là soulagée en me disant ah super, je vais pouvoir me livrer. Et en plus, la directrice de l'ASE de ma ville et l'éducatrice avaient été là. Mais oui, madame, on vous comprend. Très, très compréhensive. En apparence. Grave. Donc évidemment, voilà. Donc pendant quelques temps, l'AED venait à la maison, et puis jusqu'à ce que je découvre un rapport
un rapport écrit par elle au mois de janvier 2022. Ouais. Alors là, elle a organisé aussi en rapport avec le collège, le père de mes enfants et sa compagne, qui n'était autre que mon ex-meilleur ami. Hein, tant qu'à faire, on fait les choses bien glauques. Hein, voilà, bref. Donc, il convoque le père des enfants, sa compagne, l'assistante sociale du collège qui était au courant. Je l'avais prévenu de la situation. Je vous expliquerai la petite anecdote avec elle. Plus la proviseure du collège, plus la CPE, plus l'éducatrice de l'ASE. Et là, ce jour-là, c'était le 25 novembre 2021. Et là, ça a été mon procès. Oui. Parce qu'elle est au collège, tout va bien. À la maison, côté du père, tout va bien. Il fait ses devoirs tout le temps. Il n'y a aucune dispute avec le frère. Tout est parfait. Tout est tellement parfait. La proviseure a dit « Non, mais nous, on n'a pas de problème avec votre grand-fils. Non, pas de problème. » Avec l'histoire qu'a mon grand-fils, il n'y a aucun problème. C'est extraordinaire. Donc, moi, je dis, c'est bizarre. Pourquoi on a une aide éducative à domicile? Alors, oui, parce que ça vient de moi. Oui, c'est troubles neurodéveloppementaux, bien sûr. Oui, c'est de moi, quoi. Donc, en gros, c'est moi le problème, c'est ça? Et la proviseure qui dit non, il ne s'agit pas de ça, madame, mais par contre, peut-être que vous êtes maman poule. Maman protectrice, ou etc. Bon, enfin, ça a été mon procès de A à Z, vraiment. Et à ce moment-là, l'éducatrice de l'ASE a dit c'est plus possible pour votre grand-fils parce qu'il va devenir fou, puisqu'on était en garde alternée, puisqu'on s'est séparés en décembre 2017. Enfin, j'ai fui de la maison, on va dire, en 2017. Et bref, on a mis en place une garde alternée, enfin. Bref, je ne peux pas tout vous expliquer en détail, ça serait trop long. Mais en fait, en gros, la garde alternée est très dangereuse parce que, en gros, mes enfants, sur une semaine, ils étaient comme en prison. Et après, sur ma semaine à moi, ils lâchaient. Et là, c'était moi, en réalité, chez qui ça lâchait parce qu'ils étaient en confiance. Mais du coup, étant donné que c'est moi qui avais les problèmes, on disait que c'était moi, quoi. C'était facile. Donc, du coup, en fait, l'éducatrice de l'ASE a dit votre grand-fils, il ne peut plus rester comme ça. Mais pendant cette réunion au collège, hein, c'était hallucinant, quoi. Et donc, la proviseure qui dit de toute façon, ces gardes alternés, c'est vraiment n'importe quoi. Il va bien, ça ne marche pas bien chez le père. Allez, c'est bon. On envoie chez le père, c'est tout. Et bref, ça s'est décidé comme ça, quoi. Je dis en gros, voilà. Si j'ai bien compris, si moi je demande la garde de mes enfants, et donc j'avais un peu tout le monde contre moi, quoi. Oui, bien sûr. Donc, du coup, en réalité, à la fin de cette réunion, vous montrer l'aspect perverse des choses, c'est que le père de mes enfants a carrément donné un document à tout le monde. Les 15 problématiques de notre fils et les 15 points étaient à charge contre moi. Et ça n'a posé de problème à personne de recevoir ça, même l'assistante sociale. Donc, l'assistante sociale, je l'avais eu il y a quelques temps, puisque je déscolarisais de temps en temps mon fils qui avait des soucis d'effets secondaires de ce traitement. Hein. Et sans ce traitement, il ne peut pas aller à l'école, très clairement. Il n'est pas. Voilà. Et donc, il y a des moments où, quand il ne dormait pas, quand il ne mangeait pas ou quoi, moi, il y avait des moments, je ne l'envoyais pas à l'école, tout simplement parce qu'il était en danger, quoi. Oui. Et donc, j'avais appelé l'assistante sociale pour expliquer, même le psychologue du collège. Et il m'a dit hein. Donc, l'assistante sociale du collège que j'avais contactée, oui, mais madame, l'école est obligatoire, donc voilà, c'est tout. Je dis, mais attendez, vous pouvez comprendre ça, vous êtes humaine, et vous êtes humaine, vous pouvez vraiment comprendre. Elle dit, mais je n'ai pas à être humaine. J'ai à suivre des directives. Et là, je lui ai dit, mais madame, vous n'allez pas bien. Vous n'allez pas bien, madame. Je crois que vous avez besoin d'aide. Là, j'ai inversé les choses parce que moi, c'était tellement fou que j'ai préféré faire comme ça. Sinon, moi, je pète les plombs, quoi. Donc, je sais faire ça. Je tourne en... Je dis, ben non,
Mais il n'est pas bien, madame. Je crois qu'il faut voilà, faut que vous soyez accompagnée parce que là, une assistante sociale qui n'a pas à être humaine, surtout dans un établissement qui reçoit des enfants, j'avoue, je ne comprends pas, quoi. Et là, elle m'a dit, bon, on va stopper là cette conversation parce que là, ce n'est pas possible. Je dis oui, effectivement, effectivement, ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc il n'empêche que juste après cette réunion-là, eh bien, voilà, j'ai quelque part été obligée d'accepter le fait que mes enfants soient en garde chez le père, quoi, entre guillemets. Oui. Voilà, puis naïvement, je me suis dit, pour rien te cacher, Christophe, je me suis dit naïvement, mais ils vont vite se rendre compte que chez le père, il y a un problème, quoi. Bah oui, Mais c'était extrêmement naïf de ma part. C'est le système qui est comme Donc, ça. en janvier 2022, mon grand fugue de chez son père. Donc, il est resté à peine 10 jours. Pour lui, c'était tellement l'enfer puisque il n'a pas le droit d'exister, quoi. Pas le droit d'exister. Ouais. Pas le droit d'exister. Voilà. Donc, triste situation. des viols psychologiques à longueur de temps en disant que ta mère, elle est complètement folle, elle est dangereuse et elle a voulu t'abandonner à plusieurs reprises. Et le pire, c'est que ça a marché, en fait, en partie avec mes enfants, quoi. Oui. Jusqu'à ce que mon grand se rende compte que moi, je critiquais rarement, en fait, le père et la belle-mère, malgré ce qu'il m'avait fait. Hein. Malgré ce qu'il m'avait fait, parce que je peux vous garantir que j'ai effectivement fait voir des vertes et des pas mûres, comme on dit. Ouais, mais malgré tout, non, je ne mettais pas mes enfants au cœur de ça. Alors après, il y a un autre truc dont je me suis rendu compte que mes enfants m'ont éveillé, c'est-à-dire que quand effectivement les enfants sont au cœur, et ça c'est très important parce qu'on met systématiquement ce conflit parental. Il faut comprendre qu'en fait ce conflit parental qui est utilisé, hein, puisqu'ils nous disent toujours oui, les enfants sont au cœur d'un conflit parental, etc. Alors c'est vrai pour beaucoup de dossiers, mais c'est pas vrai pour beaucoup d'autres qui dénoncent justement que ce soit la manipulation perverse, l'inceste, le viol, etc. Donc, en fait, quand on est dans ce cadre-là, il faut savoir que quand on essaye de protéger, entre guillemets, nos enfants en ne parlant pas de cette affaire, en essayant de les maintenir dans leur enfance, mais allez-y, oui, non, c'est joyeux, machin. En fait, on les met en danger. On les met en danger parce que sans l'outil de manipulation, ils servent d'outils de manipulation pour atteindre l'autre. Oui. Ah oui, bien sûr. Ils font partie du conflit. Donc, de le couper, c'est-à-dire d'arracher les enfants en placement en disant, l'excuse en disant c'est pour les enlever du conflit parental, en fait, ça les met encore plus en danger parce qu'ils sont coupés du lien protecteur. Puisque, c'est souvent des femmes, hein, on peut le voir, ce sont des femmes qui protègent. Mais il y a des papas. Comme tu le sais, Christophe, puisque tu en interviews quand même quelques-uns. Donc, en les coupant de ce lien de protection, on les met encore plus en danger. Donc, voilà. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à parler à mes enfants, alors avec leurs mots à eux, hein, mais parce que mon grand, il m'a dit « Mais maman, on est autant victime que toi, on est comme toi, on est sous emprise aussi. » Donc oui, j'ai dit « Mais oui, on est 3 victimes dans l'histoire. On est 3 victimes dans l'histoire. » Donc, à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup mieux avec les enfants. On était on était en équipe. Et là, ça a été beaucoup moins violent pour eux parce qu'on était ensemble, quoi. Et ça, ils ne pourront jamais casser ça. Jamais, 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 jamais. Jamais. C'est fini maintenant. Ils essayent de nous monter les uns contre les autres, mais ça ne marche pas. C'est fini. Mais en tout cas, c'est leur stratégie. Ça, c'est sûr. Oui, je sais, je connais. Donc, mon fils Hugues, donc en janvier 2022, il voulait prendre son petit frère, mais il n'a pas eu le courage puisqu'il est parti, il a fui en vélo sous la pluie à 18h au mois de janvier, presque à la nuit tombée. Hein. Et donc, c'est là où j'ai récupéré mon grand et que j'ai dit, maintenant, on arrête le délire. Et donc, je l'ai déscolarisé jusqu'à nouvel ordre, hein, on va dire, jusqu'à éclaircir l'affaire, puisque le collège avait mis son nez dans notre affaire personnelle.
Il était hors de question, je continue à l'envoyer dans ce collège où il l'avait mis en danger, clairement et simplement. Donc moi, je voulais attendre un petit peu. Donc j'ai eu rendez-vous avec le pédopsychiatre qui, lui, en fait, s'était fait monter un petit peu la tête par le père. Puisque le pédopsychiatre, c'est lui qui suivait mon grand depuis tout bébé. Il avait affaire exclusivement à moi. Et là, comme par hasard, donc on se connaît bien. Et là, comme par hasard, tout d'un coup, il est bizarre. Il est étrange. On se rencontre et il est étrange. Et là, il ne m'écoute pas. Il n'écoute pas que mon fils a des effets secondaires. Là, il me dit non, madame, je ne vous suis pas. Ce qui est étrange, en fait. Parce qu'il avait toujours été à l'écoute quand même. Donc là, moi, je me retrouve dans une situation extrêmement complexe. C'est-à-dire que le corps médical fait la sourde oreille. Le corps éducatif fait la sourde oreille. Pourtant, j'avais des contacts régulièrement avec la proviseure et elle connaissait le truc. Je leur avais dit que j'étais sous emprise. La CPE avait même dit « Mais moi, je connais bien ça puisque je l'ai connu moi-même personnellement. » Et en fait, je me suis rendu compte, je me dis « Mais c'est quoi ? Il y a un problème. » Et du coup, je n'avais pas compris la teneur du truc. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se jouait derrière mon dos ? Qu'est-ce qui se jouait ? Et donc, la juge des enfants a été saisie en mars 2022. Donc, alors, je n'ai pas su directement par qui elle avait été saisie. Je ne savais pas si c'était le pédopsychiatre ou justement l'ASE. Puisque moi, jusqu'à présent, je pensais que l'ASE, ils étaient avec moi. Enfin, ils étaient avec moi. À la réunion, plus trop. Mais oui. C'est bon, je crois que je suis sortie du déni non, j'ai compris. Hein. Et donc, il y a eu cette audience JE. Et là, naïvement aussi, je lui ai dit que j'étais sous emprise psychologique. Madame la juge, s'il vous plaît, sortez-nous de cet enfer. Oui, mais madame, vous avez déscolarisé votre fils. Je dis, ben oui, mais bon, il faut bien que je lui trouve une structure adaptée. Il ne peut pas aller à l'école sans traitement. Et son traitement, ça lui fait des effets secondaires qui sont peu pour sa santé. Je ne peux pas l'envoyer comme ça. Non, mais je ne suis pas d'accord. Je dis, ben, je suis d'accord. Moi, non plus, je veux l'envoyer à l'école, il n'y a pas de souci, mais qu'ils soient en sécurité. Et là, je me suis fait cataloguer direct. Et là, elle a ordonné une mesure judiciaire d'application, MJE, et une expertise psychiatrique des 4 membres de la famille. Et tout cela, dans un an, on se revoit dans un an, et la mesure judiciaire, il y a un an pour la mesure judiciaire et l'expertise. C'est complètement fou. Mais au moins, je lui envoie un mail dans la foulée et lui demander des explications sur sa décision, puisque dans le cadre de manipulation perverse, en fait, toute attente est insupportable. On est en non-assistance à personne en danger. J'avais posé une main courante pour ça, pour dire qui nous protège. Et en fait, malgré tout ça, j'ai contacté l'expert psychiatre parce que moi, j'étais contente de cette expertise. Je m'étais dit, super, en fait. Sauf que je me suis rendu compte que j'ai mené ma petite enquête parce que j'avais contacté l'expert psychiatre pour que l'expertise se fasse rapidement. Je m'étais naïvement dit que, en fait, dès que j'aurais contact avec l'expert psychiatre, il comprendrait l'urgence de la situation. Mais pas du tout. Lui, il a dit, ah ben non, j'ai jusqu'au 1er février 2023, c'est bon, j'ai le temps. Et là, j'ai dit, mais il y a de la manipulation perverse. Et là, j'ai mené ma petite enquête sur l'expert et je me suis rendu compte qu'il était anti-mère. C'était pas. Alors, je voulais refuser l'expertise, mais en fait, je me suis dit, c'est le piège, quoi. Donc j'ai déménagé. En juillet pour pouvoir m'extirper un peu de ça et surtout extirper mon grand qui commençait à devenir, commençait à devenir très, très grave. Et bien sûr, depuis janvier, puisque mon petit n'a pas pu fuguer, lui, il était encore chez son père et j'ai eu beau lui donner des portables pour qu'il puisse m'appeler quand il était chez son père. Son père et la belle-mère, entre guillemets, assistaient magnifiquement, confisquaient les portables. Je ne pouvais pas le joindre, en fait, jamais. Et lui, il ne pouvait jamais me joindre. Et ça, la juge lui avait dit. Elle a dit, ah ben oui, mais à 10 ans, on n'a pas de portable, c'est normal. Les faux prétextes. Je ne vais pas demander à ce qu'il ait un portable.
J'ai demandé à ce qu'il ait un portable quand il puisse me joindre. Oui. Donc, même ça, en fait. Et donc, il a été coupé de ma famille. Donc, depuis, en fait, janvier 2022, ma famille ne peut pas les joindre. Ne peut pas le joindre, mon petit. C'est grave, quand même. Oui, ouais, c'est grave. Donc, en fait, donc en mars, donc en juillet, j'ai déménagé parce qu'en plus, j'avais trouvé une structure éventuellement adaptée, une MFR, donc maison familiale rurale, pour que mon grand ait plus de stages pour faire, en fait, avec ses mains. Et en fait, du coup, j'ai déménagé dans un autre département. Mais du coup, le père et mon petit étaient dans le département d'origine. Hein, donc la mesure judiciaire d'investigation a commencé en septembre. Et avec une super personne, vraiment une super personne, je pourrais le citer dans les vidéos. Autant ceux qui n'ont pas été dans le bon sens, je les citerai aussi, mais autant ceux qui ont été dans le bon sens, vraiment. Et donc, il a mené cette investigation de septembre à presque décembre. Oui. Et en novembre, la juge des enfants s'est dessaisie du dossier. Ah oui, carrément. En stipulant que on avait déménagé, donc elle estimait que mon grand était le mineur le plus en danger, donc elle se dessaisit aux faveurs du tribunal dans lequel nous étions dans ce département. Ce qui est complètement fou, parce qu'elle sait très bien que si elle se dessaisit, eh bien l'affaire va être encore plus longue. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oui. Donc mon grand, en fait, il est désorienté. Parce que il faut savoir que les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, ils ont encore plus besoin de repères. Je ne dis pas que les enfants, en général, n'ont pas besoin de repères. Bien sûr, oui. Mais pour ces enfants-là, c'est très, très grave. Donc là, mon grand, de nouveau, on partait. Parce que pour mes enfants, 1 an déjà, de mars 2022 à mars 2023, c'est déjà le bout du monde, quoi. Ouais. Mais je leur avais dit, bon, promis les enfants, mars 2023, c'est tout terminé. L'affaire est mise en lumière et il n'y a plus de soucis. Je vous promets, il n'y a plus de soucis. Ben là, j'ai tombé à l'eau, en fait. Ouais, Sol bah oui. dérobé. Là, je décide de faire appel parce que il y avait l'histoire de JAF aussi. Parce que ce qui est fou dans notre histoire, c'est qu'il n'y a pas de JAF non plus. Le JAF alors, le père de mes enfants l'avait saisi. Moi, je ne voulais pas le saisir parce que, vu que tout était contre moi, j'étais sûre de perdre la garde de mes enfants, donc il était hors de question que je le saisisse. J'attendais d'avoir plus de billes pour moi pour saisir un JAF. Donc, mais le père de mes enfants l'a fait. Et en fait, il a dit oui, la mère de mes enfants est dangereuse puisqu'elle est bipolaire, elle ne prend pas ses traitements. Et puis, mon grand-fils, elle ne lui donne pas ses traitements. Enfin bref, la mère est irresponsable au possible. Et il n'empêche que, donc, il devait y avoir la première audience en mai 2022, sachant que le JAF, il avait auditionné mon grand-fils. Oui. Mon grand-fils qui lui avait dit qu'il aurait préféré que son père le fracasse contre le mur, qu'il lui fracture le crâne en deux, qui saigne pour qu'il voit la violence de ce que son père leur infligeait à lui et son frère, la violence. Mais étant donné que c'était invisible, qu'il était presque persuadé que il ne se passerait rien. Et malheureusement, il avait raison. Oui. Donc, Oui. ce JAF, en fait, mai 2022, il reporte l'affaire en disant il n'y a pas assez de pièces, on reporte en octobre. En octobre 2022, on reporte, il n'y a pas assez de pièces. En janvier 2023, on reporte, il n'y a pas assez de pièces. En mars 2023, on reporte, il n'y a pas assez de pièces. Et jusqu'à ce que ce soit donc la prochaine audience, c'est le 10 octobre 2023. Il n'y a pas de JAF. Il n'y a pas de JAF. Alors que moi, j'ai même donné un certificat de mon psychiatre pour prouver que je n'étais pas bipolaire. Et en fait, les psychiatres qui m'avaient suivi avaient accepté que le père de mes enfants me contacte. Les contacts pour le rassurer, parce que moi, je pensais bien qu'il avait besoin d'être rassuré. Ben oui, j'avais eu un diagnostic de bipolarité. C'était normal que le père de mes enfants s'inquiète. Mais à partir du moment où je lui ai dit « Mais appelle-les, il n'y a pas de problème, ils vont faire une exception, ils ont compris la situation, appelle-les. » Je lui dis « J'ai toujours appelé, tu les appelais ?» Non, il ne les appelait pas, jamais. Et donc là, le psychiatre avait accepté de me faire une attestation pour prouver que je n'avais pas de trouble bipolaire. Je n'ai pas de trouble bipolaire. Donc le JAF, il avait ces deux trucs, c'est-à-dire que
il y avait donc par son avocate, madame, elle est trouble bipolaire et elle se soigne pas. Et il y avait le psychiatre, donc la preuve, qui disait non, madame n'a pas de trouble bipolaire. Alors après, ils ont commencé à vu qu'elle n'a pas de trouble bipolaire, elle a peut-être autre chose. Enfin bref, après, ils étaient partis dans tout un tas de trucs. Mais bon, bref, il aurait dû statuer. Le JAF aurait dû, même la juge des enfants, elle l'avait cette pièce. La juge des enfants aurait dû voir. Rien que pour ça, en fait, ça se voit la manipulation. C'est facile. Bah, bien sûr, bien sûr. Ben non. Et donc, ils font que ça, ils ne font que ça. Pour revenir à... Voilà, c'est ça que je me suis rendu compte assez follement. Je te téléphone, Roger, après, je suis en émission. Merci. Ok, d'accord, pas de souci, mon grand. Allez, à plus tard. Salut. Salut. Donc, non, mais en tout cas, Clément, ils font toujours comme ça. Hein. Ils font toujours comme ça. Mais c'est ce que je comprends. Hein. C'est ce que je comprends. Ouais. Mais il fallait que je passe par toutes les étapes du réveil, quoi, visiblement. Hein. Et donc, en fait, pour l'ASE, en fait, je me suis rendu compte de leur perversion. Alors, naïvement au départ, parce que quand j'ai lu le rapport, juste avant d'aller chez la juge des enfants, donc la première audition chez la juge des enfants, là, en mars 2022, j'ai pu aller consulter chez mon avocate le rapport de l'ASE. Déjà, je trouvais, mais pourquoi on n'a pas de copie, quoi? Ben, alors, il faut comprendre que c'est voulu, c'est volontaire. Déjà, c'est volontaire. Hein. Bizarre. J'ai compris après. Et donc, ce rapport, il y avait des anomalies à n'en plus finir, des mensonges à n'en plus finir. Donc là, j'ai tout listé. J'ai tout donné à mon avocate. Et mon avocate, extra, a tout transmis au juge. Et le jour de l'audience, la juge des enfants qui regarde mon avocate et elle lui dit « Plus jamais ça, plus jamais vous me faites un truc comme ça, jamais ». Elle s'est fait pourrir. Et là, j'étais là, mais en fait, c'est juste remettre la vérité à sa place, quoi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et donc là, j'ai compris ce qui se jouait aussi entre avocat et juge. C'est-à-dire que même si un avocat essaye de faire son travail, entre guillemets, eh bien, en fait, ils ont des juges qui, en fait, ils leur mettent une pression tellement énorme qu'en fait, ils les font taire, quoi. Ouais. Ils cassent la carrière des avocats. Voilà, c'est ça. C'est ça. Exactement. Mais malgré tout, mon avocate n'a rien lâché. Alors, elle n'a rien lâché jusqu'à un certain point. Vous allez comprendre. Je suis en émission, Bernard. Elle n'a rien lâché jusqu'à un certain point. Ils ont quand même réussi à faire douter mon avocate. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Donc, nous sommes en... je ne sais plus où on en est d'ailleurs. Donc, report du 1. Donc là, on est... alors, en décembre 2022, mon fils et mon grand-fils est au désespoir, entre guillemets. Et donc là, j'ai beau appeler le CMP de la nouvelle région dans laquelle je étais pour qu'il voit un pédopsychiatre. Le CMP de la région, elle me dit, mais non, mais les listes d'attente sont immenses. Donc là, c'est impossible. Oui. Il faut que vous alliez à l'hôpital. Voilà. Donc là, on va à l'hôpital, de l'hôpital, d'ailleurs, le même hôpital où il était connu pour les reins et pour l'hernie ombilicale, puisqu'il avait été opéré d'une hernie ombilicale aussi. Et là, on se dit, bon, on va forcément être écouté puisqu'on est connu. Et là, donc, on tombe sur donc une docteure donc, qui prend en compte, qui fait une information préoccupante et qui ne décèle pas d'idées suicidaires chez mon grand-fils, pour autant qui ne daigne pas l'hospitaliser, ne serait-ce que pour lui montrer qu'on est à son écoute. Ouais. Donc, on repart de l'hôpital comme ça. Pourtant, j'ai montré que je dis on est trois victimes de manipulation perverse. Hein. Alors, pas à la même échelle. Hein. Je ne suis pas en train de dire que mes enfants sont à la même échelle que moi. Hein. Mais voilà, des choses bien distinctes. Mes enfants ont pu s'exprimer. Et il y a eu une information préoccupante. Alors, j'ai su que cette information préoccupante avait été bien faite. D'accord. Parce que j'en ai par la suite. Elle m'a été lue. Donc, les paroles de mes enfants ont bien été transcrites. Que mes enfants, en fait, avaient très peur de leur père et qu'ils ne voulaient pas être avec lui et qu'ils voulaient être avec
et que voilà, il ne pouvait pas exister avec lui, etc. etc. Bref, Ok. on repart de l'hôpital et mon grand, en fait, est dans un état émotionnel très inquiétant. Et là, il me dit, maman, j'en peux plus, maman, j'en peux plus. Et j'ai dit, bon, t'inquiète pas, ça va aller. Mais moi, j'étais un petit peu, je savais plus quoi faire, quoi. Je savais plus, Ouais. vraiment plus quoi faire. Et là, le lendemain, bref, dans la cuisine, il vient me voir et il me dit, ça y est, maman. J'ai dit quoi, ça y est? Ben, j'ai pris les traitements. J'ai pris les traitements de quoi? Il dit oui. Ben, j'en pouvais plus, donc tu sais quoi, j'ai pris des Concerta, vu qu'ils veulent que je prenne des Concerta, ils veulent que je prenne des Médoc, et ben j'en ai pris 6. Au lieu de 2, normalement, sa dose, hein. Ça faisait un moment qu'il les prenait. Et il a pris 6 comprimés de Concerta parce qu'il n'en pouvait plus, et en fait, il voulait être entendu. Il dit, ah ben, ils veulent que ils veulent, pour m'hospitaliser, ils veulent une excuse. Ben, je vais leur donner une excuse. Et là, je dis, mais pourquoi t'as fait ça, Loulou? Pourquoi t'as fait ça? En fait, au pire, t'aurais dû faire semblant, quoi. Faire semblant, à la limite. Mais bon, il était dans un état tel que... Donc, je l'emmène vite à l'hôpital. Donc, je l'emmène avec mon petit. Mon petit était là. Je pouvais pas... On me l'a reproché après d'avoir embarqué mon petit. Hein. Mais bon, je suis dans une nouvelle région. Je connais quelques personnes, mais pas assez pour agir vite comme ça. Donc, j'emmène mon petit avec. Hein. De toute façon, mon petit, il était toujours au cœur de l'action. Hein. Il est aussi, lui, victime. Donc, c'est pareil. Hein. Donc, on arrive à l'hôpital et là, il commence à avoir des trucs étranges, hein, comme si c'est des amphétamines. Hein, donc, voilà, il était speed. Voilà. Oui, donc, il a des trucs bizarres. Et donc, il a été hospitalisé. Et donc là, eh bien, on est tombé sur une équipe de infirmières, CMP, infirmières. Voilà, là, c'était l'horreur, quoi, parce qu'ils ont tout retourné contre moi. Ils ont dit que chez moi, il avait fait une tentative de suicide. Alors, ça n'a pas de sens parce qu'ils mettent tentative de suicide pour pouvoir être entendu. Bah, quand il y a une tentative de suicide, si on meurt, on n'est plus entendu. Donc, même dans leur phrase même, ça n'a pas de sens. Bien sûr. Donc, ils ont écrit un rapport où j'avais poussé mon fils à prendre des traitements, alors que non. J'ai dit à Elohim, tu aurais dû faire semblant de prendre des traitements. Éventuellement. Oui. C'est des manipulateurs. Hein. Ah, mais complètement. Et donc, du coup, tout s'est renversé, tout s'est retourné contre moi. Ils ont eu contact avec mon fils, donc ils ont essayé de reprendre le lien père-fils à l'hôpital. Et mon grand a simplement vu dans son champ de vision son père, et il était en peur viscérale. Il a mis je ne sais pas combien de temps à descendre. Et ça, ils ne l'ont pas marqué dans les rapports. Hein. Oui, c'est une horreur, en fait. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? On passe l'expertise aussi. À peine sorti, mon grand sorti de l'hôpital, l'expert psychiatre m'appelle en urgence en disant « Madame, il faut que je vous auditionne avec votre fils parce que il faut que je rende mon rapport avant le 1er février. C'est urgent. » Je dis « mon fils vient juste de sortir de l'hôpital. Vous n'allez pas l'auditionner maintenant, enfin l'entendre maintenant. » Ah ben si, j'ai pas le choix, sinon ça voudra dire que vous n'êtes pas venu et vous verrez bien ce qui vous arrive, quoi. Donc là, je suis obligée de faire 4 heures de route. En plus, c'était en janvier et on a été coincés sous la neige et tout le bazar pour aller se faire auditionner. Et franchement, l'expert, il était autant expert que moi plombière, par exemple. Oui. Je suis nulle en plomberie, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Non, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Et donc, je savais qu'il était anti-mère. Je savais qu'il était contre les mères. Donc, j'ai presque rien dit. Je n'ai presque rien dit sur le père de mes enfants, vraiment. Et alors, si, il a mis que j'avais un SAP quand même, donc syndrome d'aliénation parentale, qui est absolument interdit. Hein, les Nations Unies a interdit d'utiliser cela. Mais lui, il l'a utilisé. Et il a même dit que mon état émotionnel aurait mérité un suivi. Ouais, mais je suis suivie depuis 2015, parce qu'en 2015, j'ai fait un burn-out. Et il le sait, puisque je lui ai envoyé plein d'attestations. Il le sait donc. Alors pourquoi il me dit que j'aurais nécessité un suivi? Je suis même suivie par une structure qui aime les femmes victimes de violences. C'est un menteur professionnel. C'est un menteur professionnel. Je me suis rendu compte que même en étant suivie par on va dire un service lié à l'hôpital qui suit les femmes victimes de violences,
Mais même ça, en fait, on s'en fout, quoi. Ça n'a pas de poids. Oui, je sais. Même les personnes, les psychologues de la maison de soi, ça s'appelle. Hein. Eh bien, non, on les écoute pas, quoi. C'est grave, tellement grave. Et bon, bref, donc me voilà avec une expertise. Donc, le père de mes enfants, par contre, lui, il est vu, c'est un père extraordinaire. Voilà. Oui, bah, c'est comme ça. Très bienveillant. Pas d'addiction? Ah ben non. Parce que c'est ça, en fait, l'expertise psychiatrique, c'est « Monsieur, vous avez des addictions ?» Bah non, j'ai pas d'addiction. Ah bah alors, pas d'addiction. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Ouais, bah oui. C'est des manipulateurs, Clémence. Ce sont des manipulateurs. Bien sûr, mais c'est une blague, quoi. Moi, ça me fait doucement rire, quoi. Donc, bref. Donc, ce dessaisissement du juge, en fait, donc moi, je fais appel parce que je ne voulais pas que le JAF se retrouve dans une ville avec mon avocate et qu'il faille que pour le juge des enfants, je prenne une autre avocate puisque c'est un autre département. Je lui ai dit non, déjà que l'affaire est compliquée, donc j'ai fait appel et avec mon avocate, on avait vu que elle demanderait que ce soit l'autre juge des enfants, ça ne lui revienne pas dans... Et la cour d'appel avait accepté ça. Sauf qu'en fait, ça lui est revenu dans les mains. Ouais. Et donc, le 28 mars, je reçois une OPP par mail. Et juste avant cela, j'avais dit à mes enfants, ça y est, je pense que j'étais hyper confiante. Je m'étais dit, vu que j'ai rien dit de mal à l'expertise psychiatrique, je me disais, bon, c'est bon, ça passe nickel. Et puis, l'hôpital, je n'étais pas au courant qu'ils avaient fait tout ça. J'avais eu l'impression d'avoir été entendue, etc. Je me dis, non, c'est nickel. Et puis, mon petit, j'avais réussi à la récupérer, à trouver un médecin qui lui fasse un certificat médical comme quoi il avait mal au ventre, tout ça, donc il ne retournait pas chez son père. Et je me suis dit, c'est bon, c'est bientôt terminé, en fait, l'enfer. Eh oui. Non, ça, c'était que l'entrée, en fait. C'était la mise en bouche. Oui, bien sûr. Donc, le 28 mars, par mail de mon avocate, je reçois la première ordonnance de placement provisoire, donc l'OPP. Je ne savais même pas ce que c'était, moi. Et donc là, mon avocate ne me contacte même pas par téléphone. Elle m'envoie ce document par mail et elle me dit, le 1er avril, votre grand sera placé dans une structure de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 30 septembre et votre petit sera placé chez son père et vous pourrez le voir qu'en visite médiatisée. Mais par contre, votre grand, vous serez coupé de tout lien. Putain, c'est une horreur. Donc là, j'annonce ça à mes enfants et mon petit me dit « Mais maman, viens, on s'en va en Espagne. On fuit en Espagne, ils ne nous retrouveront pas. Viens. » Et là, évidemment, sur le coup, moi, j'ai dit « Mais oui, on part. » Bien sûr. Mais 3 secondes après, j'ai dit « Mais on ne peut pas faire ça, les enfants. On ne peut pas. Parce que déjà, on n'est pas préparés. Et puis en plus, qu'est-ce qu'on a à fuir? On a à fuir quoi? Ouais, c'est ça. On ne doit pas fuir. » Et là, je me suis dit « Non, il faut qu'on affronte ça, quoi. » Donc là, j'ai essayé de préparer mes enfants tant bien que mal, en fait, en les motivant, en leur disant « Mais on ne va rien lâcher, je vous promets qu'on ne lâchera rien et la vérité, elle va sortir, quoi. » Et donc là, contre toute attente, le 31 mars, des amis à nous étaient à la maison, mon conjoint aussi. Et là, les services sociaux qui débarquent du nouveau département dans lequel j'étais. Donc, 2 éducateurs qui débarquent. Ils m'ont à peine prévenu. Apparemment, ils m'auraient appelé une demi-heure avant. Donc là, ils débarquent. Et sans documents, sans rien, de manière extrêmement illégale. Et en me disant, voilà, on fait chercher vos enfants. Je dis, mais oui, mais on n'est pas le 1er avril, que je sache. Ah mais on ne travaille pas, nous, le 1er avril, c'est un samedi, madame. Je dis, peu importe, vous repartez. Moi, mes enfants, c'est le 1er avril. Déjà que c'est complètement injuste, je ne vais pas en plus... Et là, en fait, ils ont commencé à prendre les enfants à partie. Madame, si vous vous opposez, en fait, ce sera encore plus violent pour vos enfants. Et là, ils m'ont fait comprendre qu'ils n'hésiteraient pas à utiliser la violence. Oui. Et naïvement, je me disais... J'ai dit aux enfants, mais ça ne va pas durer, je vous assure, dans 15 jours, là, c'est fini. J'étais sûre, parce que j'étais persuadée, encore une fois, j'avais besoin d'y croire aussi, il faut dire. Il y a des moments où on se raconte des histoires parce qu'on a besoin. Sinon, on meurt, on ne peut pas tenir à ça. Oui, donc, je dis aux
enfants, mais non, non, vous inquiétez pas, les enfants, voilà, je disais à mon petit, t'inquiète pas, tu vas repartir chez papa, mais je vais bientôt te récupérer. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Voilà. Reste dans ta bulle, dans ta chambre, voilà, reste dans ton imaginaire, protège-toi, tu sais faire, protège-toi, puis n'aie pas peur pour maman et ton frère, parce que ton frère, voilà, prends soin de toi et t'as ta chambre pour t'isoler, n'aie pas peur. Donc voilà, et il n'empêche que du coup, mon grand a été amené donc dans cette famille d'accueil où il a servi, sans blague, d'esclave. Oui, mais c'est ça. Christophe, je suppose que tu connais le sujet aussi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que, eh bien, il a servi d'aide ménagère, d'aide à tout, quoi. Il n'avait pas d'activité, pas d'écran possible, donc pas d'écran possible, pas d'activité, pas de sortie, hein, il sortait pas, il n'avait pas le droit de sortir, pas le droit de rester dans sa chambre. Donc les personnes avaient avoisiné les plus de 70 ans. Et en fait, c'est lui, donc ici présent, qui leur servait de psychologue. Parce que dès qu'il essayait d'exprimer quoi que ce soit, eh bien, ben non, on ne parle pas de cette histoire, quoi. Hein. Donc là, il nous en parlera peut-être, mais voilà. Donc, alors, Clémence, là, on arrive, parce que là, tu as fait un exposé total, pratiquement, d'accord? On arrive au terme de l'heure. Donc, est-ce que ton fils, il a envie de dire un mot en conclusion ou avant qu'on refasse une autre émission, parce que là, où il veut participer. Alors, je boucle juste la truc et que je lui laisse la parole. Donc là, en fait, il va fuguer et je serai auditionnée, en fait, à la gendarmerie pendant 4h30 d'audience pour soustraction d'enfants. Voilà. Pour ne pas renvoyer mon grand dans sa famille d'accueil. Et bref, en tout cas, je fais appel de la décision, je gagne puisque, en fait, il y avait un vice de procédure puisqu'on doit être entendu en tant que parent 15 jours après l'OPP, ce qui n'avait pas été fait. Et là, je gagne, alors qu'ils ne me disent pas que c'est sur la forme. Ils me disent, non, vous avez gagné, on vous remet les enfants. Et 3 jours après, une nouvelle OPP, donc bien plus grave, et prononcé avec une audience donc le 25 juillet et la boucle est bouclée. On revient à ce que je vous disais au début de l'émission. Ouais, c'est ça. Okay. C'est bien un système pervers. Hein. Alors, je veux quand même faire la petite parenthèse positive. C'est qu'en fait, l'éducatrice de l'ASE a trouvé ça tellement grave d'être coupée de mon petit qu'elle a le lendemain appelé la juge en disant non, on ne peut pas couper le petit parce qu'il est un syndrome abandonnique. Donc, il a vraiment besoin de voir sa mère. Et elle a réussi, en fait, à me débloquer les visites médiatisées. Donc, elles seront faites. Et du coup, mon grand, il n'est pas placé parce qu'il ne lui trouve pas de structure. Et le fait que moi, je me sois vraiment défendue, et c'est ça qu'il faut que je dise, c'est que quand on se défend vraiment et qu'on n'ait pas peur de dire les choses, ben sur le coup, ils nous font croire qu'ils nous mettent la pression parce qu'ils m'ont mis une pression immense. Voilà, vous êtes inconsciente d'avoir fait ça. Mais en fait, je suis sûre qu'après, ils sont piégés. Et donc là, ils n'ont pas de structure pour lui pour l'instant. Donc, il est avec moi encore. Voilà, c'était la parenthèse positive. Et voilà. C'est le point positif de fin, en fait. D'accord ? Voilà, merci, merci. Je laisse la parole à mon... Ok, allez, tu nous dis une petite vérité. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Alors, vas-y, dis-nous. Moi, je vous dis-nous ce que tu subis. Je subis beaucoup de viols psychologiques. Peut-être que pour quelques-uns, ça fait bizarre de dire viol psychologique, mais c'est vraiment ça. C'est de la torture d'enfants, que ce soit physique ou psychologique. La réalité fait tant mal, mais ces personnes ne sont que apparences. Ça nous a fait croire des apparences magnifiques, mais en fait, derrière, ce n'est que haine et souffrance. Ouais. Et ça, on l'a connu, on l'a toujours connu. Que ce soit de mon géniteur ou de ce système très, très, très pervers. Et moi, je l'ai connu en tant que famille d'accueil où les viols psychologiques s'enchaînaient, tout comme chez mon géniteur. Malheureusement, la réalité fait parfois peur, comme ces gens m'ont fait beaucoup peur, qui me font encore peur d'ailleurs. La fois où ils sont venus me chercher, j'étais paralysé, je ne pouvais plus bouger, j'y arrivais plus.
Je disais à mon petit frère, je disais on va y arriver, mais j'y croyais plus, Donc j'ai fugué au bout de 2 semaines de cette famille d'accueil, mais c'était trop dur. J'étais prêt à exploser et à faire de grosses conneries. Ouais. Voilà, c'est quelques points importants à dire. D'accord. Je suppose que là, tu te sens mieux maintenant, là, avec ta maman, en fait. Je me suis toujours senti mieux chez ma mère, même si c'est très dur d'être dans ce truc du fait qu'ils disent que c'est un conflit parental et que ma mère m'aliène, entre guillemets. Ouais. Et en fait, pas du tout, elle m'aliène pas du tout. Et c'est juste ces gens qui sont menteurs professionnels, encore une fois, et qui manipulent tout, quoi. Alors, tu vois, tu utilises le mot menteur et c'est le vrai mot qu'il faut utiliser. Tu as un encadrement de menteur professionnel. C'est comme ça qu'ils enlèvent les enfants, en fait. Ouais. Hein? Bon. Eh ben, écoute, le message, il va circuler. Ben, merci de m'avoir écouté, Christophe. D'accord. En tout cas… merci à toi, Christophe, vraiment. Votre premier témoignage, il est important. Il sera en ligne. Je vais faire les 2 petites coupures, où il y en a 3. Il y a 3 petites coupures que j'enlèverai. D'accord? Mais en tout cas, votre témoignage, il est important et ça va aider d'autres mamans, d'autres enfants. OK? D'accord. Je vous dis à très bientôt. On en refera une plus tard. C'est gentil, merci Christophe. Merci, au revoir. Merci. Et il y a un autre truc que je voudrais te parler, Christophe, mais je te fais un message ou quoi? Oui, comme tu veux, dis-moi. Parce qu'en fait, avec des amis artistes, on veut monter un festival justement pour récolter de l'argent pour les enfants, pour que les mamans surtout puissent se payer des avocats ou en tout cas, voilà, pas être dans la galère. Et du coup, on aimerait aussi faire intervenir des conférences. Donc, je pensais à toi et je pensais au collectif France Action et Vérité, etc. Donc, tu serais partant vers fin septembre, quelque chose comme ça. Hein. Alors, fais attention parce que maintenant, je suis invité très, très souvent. Il faudra que ça tombe dans une bonne date parce que j'ai beaucoup de rendez-vous maintenant. Je te le dis, hein, parce que par rapport à tout ce que je fais, ben, ça aide en tout cas plein d'autres lanceurs d'alerte. Et moi, je suis content de t'avoir donné la parole. Donc, merci. En attendant de te la redonner une autre fois quand il y aura un complément d'information à donner. On fait comme ça, Clément? Merci à toi. Merci du fond du cœur. À bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut.